BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Hebdocom. Au sommaire de cette émission, nous recevons le président directeur général de Salto, Thomas Follin. La plateforme enrichit son catalogue, surtout avec des séries policières françaises. On en parle dans un instant. Et puis, on recevra Agnès Piquant, éditrice du Figaro et de Madame Figaro. Le titre de presse enrichit à nouveau son catalogue avec des nouvelles applications et surtout l'application Le Figaro Cuisine. Voilà le programme pour Hebdocom, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et je suis toujours entourée, comme chaque semaine, de mes deux chroniqueurs préférés. Éric Jaoui, bonjour. Frédéric Roy, bonjour. 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 Alors, on reçoit Salto cette semaine. Plein de plateformes voient le jour en ce moment. Je n'arrive plus à vraiment garder le fil rouge, tellement il y en a. Vous en pensez quoi de cette multiplication de plateformes? C'est l'avenir ? C'est incontestablement l'avenir, oui. Ça, de savoir laquelle gagnera, personne n'est capable de le dire. Mais incontestablement, c'est le mode de consommation de l'audiovisuel qui s'en vient. Éric, il n'est pas d'accord. En fait, je ne sais pas si c'est l'avenir ou si c'est le momentum. Je ne suis pas sûr que dans 2 ans, ça continue. En tout cas, c'est le momentum. Vous voulez un retour à la télé, Éric Jaoui? On ne sait pas, au Minitel peut-être. Allez, tout de suite, on passe au Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Thomas Follin. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général de Salto. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, Salto est né le 20 octobre exactement 2020 de l'alliance entre TF1, France Télévisions et M6. Ma première question, c'est comment se positionne Salto par rapport aux autres plateformes? Alors déjà, Salto, c'est la plateforme française. Donc, c'est une plateforme qui est populaire et c'est une plateforme qui justement se différencie par sa proposition de contenu et par sa proximité avec le public français. Donc on va être totalement ancré dans le quotidien du public français. Éric? Parce que vous dites la plateforme française, mais en fait, Salto s'est monté pour répondre un peu à l'offre de Molotov. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes concurrent? Comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, Salto est un éditeur, c'est-à-dire que sur le marché, on achète des contenus, on construit une offre éditoriale et on propose des contenus en intégralité avec toutes les saisons disponibles. Donc on a un vrai métier d'éditeur de plateforme. Si on se base sur les chiffres de 2021, vous avez combien d'abonnés sur la plateforme? Alors aujourd'hui, on ne communique pas sur le nombre d'abonnés. Et ce que je peux vous dire... Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucune des plateformes ne communique sur son nombre d'abonnés. Donc nous, on ne communique pas sur le nombre d'abonnés. Molotov non communique. plus. Molotov ne fait pas partie du marché des plateformes. Netflix aussi. C'est pas un éditeur de contenu. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur le marché des plateformes, qui est suivi par un observatoire, par NPA Conseil et Harris Interactive, sur le dernier trimestre de l'année, qui est le dernier trimestre mesuré, Salto était crédité de la première place sur le podium, partagée avec Amazon sur la croissance du marché. Donc, vous prenez la croissance du marché, eh bien, les deux premiers sur le podium en termes de croissance, c'est Salto et Amazon, devant Netflix et devant Disney. Et quels sont les contenus qui marchent le plus fort sur Salto? Alors, c'est toujours la même chose. Vous avez, comme Salto s'adresse à un public très large, vous avez des publics qui vont s'intéresser aux fictions françaises, vous avez des publics qui vont s'intéresser aux séries qui n'ont jamais été diffusées en France que l'on propose sur la plateforme, ou bien d'autres qui vont s'intéresser aux grandes séries internationales, ces événements incontournables que l'on propose, comme Friends de Réunion, la saga James Bond, Harry Potter et le retour à Poudlard et toute la dernière saga que l'on a proposée en janvier. Voilà, il y a beaucoup de choses, le retour de Sex and the City. Donc voilà ce que viennent voir les gens sur la plateforme. Alors, il y a eu pas une polémique, mais une petite discussion autour du fait de faire payer donc un abonnement pour du contenu qui est public, du service public. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur Salto, vous retrouvez des contenus qui sont disponibles dans leur forme intégrale nulle part ailleurs. C'est-à-dire que sur Salto, toutes les grandes séries, toutes les grandes fictions françaises, elles sont mises à disposition à tout moment en intégralité. Et ça fait une vraie différence et c'est un vrai plus pour le public. Simplement, ça a un coût. Il faut le financer et aujourd'hui, Salto, en tant qu'éditeur de contenu, va acheter tous ces nouveaux droits sur le marché pour venir enrichir sa proposition. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est plus que du replay qu'on aurait sur les box?
Alors, le rattrapage aujourd'hui de la télévision, c'est vous avez un épisode qui est diffusé, vous venez occasionnellement rattraper cet épisode. Là, on n'est pas du tout dans ce type de proposition. Vous avez de très nombreuses séries. Vous commencez au premier épisode de la première saison et vous allez jusqu'au dernier épisode de la dernière saison disponible. On a tout le catalogue. Et on l'a pour toutes les séries. On l'a pour HPI, on l'a pour Candice Renoir, on l'a pour Balthazar. Voilà, toutes ces grandes séries sont disponibles en intégralité. Et en exclusivité, à tout moment. Vous avez été créé par TF1, M6 et France Télé. Quels sont vos rapports avec vos propriétaires, en quelque sorte? Alors, on a des rapports très bons. Ils nous soutiennent vraiment dans notre développement. Évidemment, le fait d'aller explorer ces nouveaux territoires, c'est très important pour eux. On voit bien que c'est un marché qui a besoin de consolidation face à ces grands acteurs américains. Donc, on est vraiment cette entreprise qui va explorer ce territoire-là. Après, vous savez, on est encadré par l'autorité de concurrence, donc on est totalement autonome dans notre façon de nous développer au quotidien. Alors, vous aviez essayé d'avoir un canal sur la TNT qui vous étiez dédié. Pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné? Alors, aujourd'hui, on a expérimenté, on a sollicité le CSA pour une expérimentation sur la TNT via l'HBE TV. On a fait cette expérimentation et donc effectivement aujourd'hui on a trouvé des barrières, mais plutôt non pas de non-succès, mais des barrières techniques parce que vous savez les ayants droit américains notamment ont des sollicitations très importantes en termes de sécurisation technique. Et voilà. Et aujourd'hui, pour pouvoir adresser ces besoins techniques, ça nécessitait de faire des choses qui n'étaient plus accessibles du coup sur le téléviseur pour le téléspectateur, donc ils ne pouvaient pas accéder au service. Est-ce que vous avez une part de publicité qui finance votre service? Pas du tout. Aujourd'hui, on n'intervient pas sur le marché de la publicité. Du tout, donc c'est simplement par abonnement. Exactement. Vous gagnez aujourd'hui, sur toute la plateforme que nous éditons, il n'y a pas de publicité sur la plateforme que nous éditons. Frédéric? Vous avez fait quelques gros coups éditoriaux avec Sex and the City et Friends que vous avez eu en exclu. Vous avez les moyens d'en faire d'autres? Ça fait partie de la politique? C'est le moyen de vous... Dès qu'il y aura des coups à faire, on sera en position d'essayer de les avoir pour nos abonnés. Voilà. Et justement, vous allez développer des nouveaux programmes, je suppose. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours dont vous pouvez nous parler? Alors ça fait partie des surprises 2022-2023. Donc, un petit teaser, vous n'avez pas un petit teaser pour nous ? Si on veut garder les surprises, voilà, il faut et les garder secrètes. En parlant de surprises, est-ce qu'il y a un algorithme chez vous? Il n'y a pas qu'un algorithme, il y a beaucoup d'algorithmes chez nous. Des algorithmes qui fonctionnent un peu comme Netflix? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant l'algorithme, il y a la technologie et il y a la plateforme data. Donc, aujourd'hui, en termes de plateforme data, donc c'est la plateforme qui va récupérer toutes les données à la fois des utilisateurs, de leur parcours, de ce qu'ils consomment, et qui vont nous permettre d'adresser différents segments d'abonnés, des gens qui vont consommer plutôt de cette manière, d'autres plutôt de cette manière, qui vont avoir l'habitude de consommer sur leur mobile, d'autres qui vont avoir l'habitude de consommer sur leur téléviseur. Et en fait, ça, c'est une vraie richesse. C'est-à-dire que Frédéric et moi, on ne va pas forcément avoir la même interface? C'est même sûr. Absolument. Je n'étais pas sûr, justement. Ouais, absolument. Et donc aujourd'hui, en revanche, quand il s'agit des propositions de contenu qui sont faites à l'abonné, elles sont constituées par de l'éditorialisation humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont bien nos experts qui connaissent parfaitement le public français, parce que dans la différenciation avec les grandes plateformes américaines, on est français. On a cette expérience du public français. Donc, ça fait des années qu'ils travaillent dans ces domaines-là. Et donc, ils font attention de leur proposer les programmes les plus adaptés. Et ils cèdent de la data et des algorithmes qui tournent derrière. Mais ça reste humain, du coup. Donc la proposition reste humaine. Vous allez avoir quelques recommandations qui sont faites par l'algorithme, mais la très grande majorité est faite par l'humain, aidée par les algorithmes. Et ça, c'est une vraie différenciation aujourd'hui sur le marché. Est-ce que vous avez l'ambition de créer du contenu, de devenir comme une boîte de production qui crée son propre programme Salto? Je dirais qu'à l'avenir, oui, on a évidemment vocation à investir dans des contenus propres. Ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'évidemment, on est une plateforme qui émerge, qui démarre, donc on s'associe.
on s'associe à nos maisons mères, on s'associe aux diffuseurs dans le financement de plateformes, dans le financement de contenu. Typiquement, la HPI saison 2, on a participé au financement de cette nouvelle saison. Voilà, ça fait partie, quand on fait Germinal, on investit aux côtés de France Télévisions dans cette série. Et voilà, ça permet d'avoir des séries de grande qualité françaises. Justement, en parlant de HPI, TF1, pourquoi les programmes de TF1 sont soumis à de la pub si ce n'est pas votre modèle économique ? Alors aujourd'hui, Salto, au-delà de sa casquette d'éditeur, a également une casquette de distributeur. Ça veut dire que nous proposons, par ailleurs, en plus pour nos abonnés, on leur offre la possibilité d'accéder aux chaînes linéaires et au replay de ces chaînes linéaires. Donc si les chaînes décident de mettre de la pub sur leur replay, bon, nous c'est comme ça. Simplement, évidemment, le replay a un usage totalement anecdotique sur notre plateforme, parce que quand vous avez, si vous prenez HPI, la saison 2, que vous avez 2 épisodes disponibles en replay, parfois avec de la pub, et que vous avez de l'autre côté l'intégralité de la saison disponible sans publicité, eh ben vous choisissez les nouveaux usages. On en parle beaucoup de cette fusion TF1-M6 qui est en cours, en tous les cas. Est-ce que vous connaissez les conséquences que ça va avoir sur Salto ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la fusion n'est pas réalisée, donc on est toujours dans cette dynamique avec 3 actionnaires qui sont, comme on le disait tout à l'heure, très en soutien. Après, le projet est assez clair du point de vue de Salto quand on écoute TF1-M6. Salto a vocation à être le fer de lance de l'offre payante du nouveau groupe si l'opération se réalise, avec une volonté des actionnaires d'investir fortement, plus encore, dans la plateforme. Frédéric, il y a une dernière question sur l'international. Oui, est-ce que Salto a une vocation, un jour, un peu comme Molotov, dont on parle beaucoup, à aller à l'international ? Alors, l'ambition de Salto, c'est d'être incontournable dans tous les foyers français. On achète des contenus pour les foyers français. On construit toute cette plateforme de manière spécifique pour ces foyers français. Donc, je dirais non à l'international. C'est pas du tout dans notre plan aujourd'hui. On est vraiment là pour essayer de construire un champion local français. Et sur des foyers français à l'international, les expatriés ? On adorerait. On adorerait simplement pour des questions de droit. En fait, quand on achète des droits, c'est territoire par territoire. Et donc, il faudrait qu'on achète des droits partout. En revanche, si vous êtes abonné en France et que vous allez en Europe, vous pourrez accéder à la plateforme et à tous ces contenus. Merci beaucoup Thomas Follin d'avoir été en plateau avec nous. Et on passe tout de suite à la chronique TechCom de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Le système de protection des données sur les iPhones a été mis en place il y a 1 an par Apple et depuis, il pénalise fortement les géants de la publicité mobile. Expliquez-nous. Eh oui, 3 lettres qui font perdre beaucoup d'argent à Facebook, Snapchat et consorts. Ces 3 lettres, eh bien, c'est ATT comme App Tracking Transparency. Alors, je vous explique. Depuis 1 an, lorsque vous téléchargez, Margot, par exemple, Facebook sur votre iPhone, eh bien, vous avez l'application Facebook, eh bien, vous avez un petit pop-up, une petite fenêtre qui eh bien, s'affiche. Autorisez-vous cette application à suivre vos activités sur les autres sites web. Concrètement, si vous dites non, eh bien, Facebook ne peut plus échanger ces données avec d'autres sites tiers. Il ne peut plus, par exemple, savoir, lorsque vous avez cliqué sur une publicité sur Facebook, eh bien, si, lorsque vous avez été redirigé vers un site e-commerçant, par exemple, si vous avez acheté ou non un produit sur ce site de e-commerce et donc il a moins de données et forcément c'est dommageable pour le business model de Facebook. Les annonceurs, ils viennent justement chercher une mesure très précise de leurs investissements publicitaires sur les plateformes comme Facebook. Et les conséquences financières sont donc, j'imagine, assez importantes pour les plateformes, Julien. On estime que les plateformes, elles vont perdre 16 milliards d'euros à cause de ce système de l'ATT sur les iPhones d'Apple. 16 milliards d'euros sont les professionnels du secteur en 2022. Une publicité moins ciblée, eh bien, ça vaut 2 fois moins cher qu'une publicité ciblée. Snapchat, la semaine dernière, dans son dernier profit warning, eh bien, a alerté les investisseurs en leur disant que ce système les pénalisait lourdement et que ça allait avoir un impact négatif
sur ses activités, ce qui a fait plonger son cours de bourse. Mais les plus touchés, ce sont les applications les plus petites, celles qui disposent de moins de données, par exemple des jeux mobiles gratuits qui viennent de se créer ou des médias qui viennent aussi de se créer. Ces applications-là, elles n'ont déjà pas beaucoup de données, donc si on leur restreint encore plus l'échange de données, eh bien les annonceurs ils vont tout simplement déserter ces applications, alors que les géants Facebook, Snapchat, etc., elles gardent quand même de grosses données, des centaines de millions de données, donc elles resteront attractives contrairement aux petites. Et les régies publicitaires aimeraient donc remettre en cause le système d'Apple? Eh bien oui, parce que les annonceurs, eh bien, à cause de ce système, restreignent leurs investissements. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, eh bien, on estime que la croissance devait être de 18,5% par an jusqu'en 2025. Eh bien non, à cause de ce système, ce sera que 12,5% par an. Ce système, eh bien, en Europe, les associations n'en veulent plus et donc ont porté plainte contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Ce système favorise en fait la régie publicitaire d'Apple qui ne s'applique pas à lui-même son propre système de protection de données. Alors l'autorité de la concurrence a statué en mars dernier et a refusé de suspendre cet ATT, mais elle poursuit quand même son instruction sur le fond, donc décision encore à suivre. Merci beaucoup Julien Casqui, et tout de suite on passe au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. On commence ce journal avec JCDecaux qui a sorti mardi dernier une feuille de route de sa stratégie RSE pour les 8 prochaines années. RSE 2030, c'est le nom de la bannière. JCDecaux s'engage à promouvoir des produits et des solutions à impact réduit tout au long de leur cycle de vie. Donc par exemple des produits éco-conçus. D'ici 2025, un outil de mesure de l'empreinte environnementale des innovations sera réalisé. Parallèlement, le groupe ambitionne que 100% de ses consommations électriques soient couvertes par de l'électricité renouvelable dès cette année. Un tas de mesures sont donc prises et elles seront suivies et garanties par des sponsors via un plan annuel d'engagement. Et la part des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, dit ESG, dans la rémunération des dirigeants instaurée en 2017, passe dès maintenant de 10 à 15%. Et puis, toujours cette semaine, c'est l'Institut Kantar qui publie une étude qui révèle que Coca-Cola est la marque la plus choisie au monde. Oui, et c'est même la marque la plus choisie au monde depuis 10 ans. Elle a été achetée 6,6 milliards de fois dans le monde en 2021, soit plus 3% sur un an. Par ailleurs, l'étude démontre que c'est Colgate, la deuxième marque la plus choisie et la plus présente dans la plupart des foyers. L'étude est basée sur les achats pour une consommation à domicile. En 2021, les ménages du monde entier ont fait 416 milliards d'actes d'achat de marque, une hausse de 1,4% par rapport à 2020. Et on va parler du salon Vivatech, Rebecca, qui revient en présentiel du 15 au 18 juin à Paris. On y sera d'ailleurs pour une émission spéciale. Et cette année, Vivatech vise pour environ 100 000 visiteurs. Oui, Vivatech espère retrouver son niveau de fréquentation de 2018, les 100 000 visiteurs. L'événement est organisé par Publicis avec le groupe Le Parisien, Les Échos, et se réjouit de revenir dans des conditions normales. En 2020, Vivatech avait été annulée à cause du Covid et l'année dernière, l'édition avait eu lieu en format hybride avec une limitation de la jauge physique. Au programme, parmi les têtes d'affiche cette année, Monsieur Zhao, le patron de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, Ryan Roslansky, patron de LinkedIn, ainsi que plusieurs dirigeants des géants de la tech, du CAC 40 et des représentants des principales startups françaises. Dans les thématiques mises en valeur dans l'édition 2022, il y aura les incontournables, le métavers, le Web 3.0 et bien sûr les innovations autour de l'environnement. Et on reste dans le secteur de la tech, Rebecca, avec cette semaine plus de 60 jeunes pousses technologiques françaises qui se sont engagées à augmenter le nombre de femmes siégeant à leur conseil d'administration. Il s'agit en fait du pacte parité initié début 2022 par la mission French Tech rattachée à Bercy. Il a été rejoint par 69 startups. Les signataires, dont des licornes comme Blablacar, Content Square ou encore Doctolib, s'engagent à atteindre un seuil minimal de 40% de femmes au conseil d'administration d'ici à 2028. Ces entreprises devront également former leurs managers sur les enjeux de la diversité, la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Aujourd'hui, il y a seulement 7 femmes dirigeantes dans les 120 entreprises labellisées par la mission French Tech et 0 dirigeante dans le Next 40.
On revient sur le festival de Cannes, Rebecca, avec le média social Brut qui a été partenaire officiel cette année et qui annonce des chiffres impressionnants pour ses vidéos dédiées à l'événement. C'était la première fois depuis 30 ans de partenariat avec Canal+, que Brut était avec France Télévisions, partenaire du festival. Le média social assure que ces vidéos sur l'événement ont réalisé un total de 200 millions de vues sur les différents canaux de diffusion, donc sur leurs réseaux sociaux. Ce chiffre concerne les 1200 publications mises en ligne par Brut pendant les 12 jours, le festival ayant terminé samedi dernier. Et le contenu de Brut qui a été le plus regardé est l'interview de Diams, réalisé par Augustin Trapenard à l'occasion de la présentation à Cannes de son documentaire qui s'appelle Salam, mis en ligne jeudi dernier à 20h30. Et cet entretien devrait dépasser les 15 millions de vues. Merci beaucoup Rebecca. Et on passe tout de suite au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Anne Piquant. Bonjour. Vous êtes éditrice du Figaro et du Figaro Madame. Et le Figaro lance une application cuisine disponible cette semaine sur l'App Store et Google Play. Pourquoi avoir créé une application cuisine ? Alors en fait, c'est la réunion du travail de nos rédactions dans un seul écrin et avec une belle expérience utilisateur. En fait, nos rédactions, c'est 450 journalistes, mais c'est pas du tout seulement de l'actu chaude, de la politique, de l'international, société. C'est aussi dans les valeurs Figaro, dans l'ADN de la marque, beaucoup l'art de vivre. L'hédonisme, ça va des restaurants, de la gastronomie, de la cuisine, en passant le vin, beaucoup, la déco, la mode. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN de notre marque. Et on a lancé cette application en fédérant l'ensemble des contributions des rédactions. Du Madame Figaro, il y a beaucoup de hors-série cuisine régulièrement, des pages dans notre hebdo, un petit peu dans le Figaro Magazine et beaucoup dans le quotidien. Et on a fédéré tout ça dans une application très complète et volontairement très quali haut de gamme, liée à nos audiences. Donc c'est à peu près 5000 recettes. C'est avec le temps beaucoup de patrimoine qui est remis en valeur. On aime bien aussi se dire qu'on n'est pas que de l'actu au jour le jour, mais du conseil, du service pour nos lecteurs. Et c'est aussi du coup beaucoup de conseils, de tips pour préparer la cuisine, de services derrière dans l'application, puisque vous pouvez vous faire votre carnet de recettes, vous pouvez copier-coller les ingrédients. L'objectif aussi, il est de fidéliser autour de cette application nos lecteurs et nos abonnés, puisque l'objectif en lançant cette application, elle était destinée à nos 250 000 abonnés premium existants sur le Figaro, et c'est ce qu'on appelle un modèle mixte, c'est-à-dire freemium pour les applications Android et Apple, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger gratuitement l'application, consulter quelques contenus, mais une partie des contenus sont bouclés et si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas les consulter. Frédéric ? C'est la fin de la recette, non C'est ça. On n'en a pas la fin. Cuisson, tu l'as jamais. Voilà, c'est ça. Mais cela dit, dans le groupe Figaro, pour le coup, il y a déjà il y a le Journal des femmes qui fait aussi beaucoup de contenu cuisine. Comment est-ce que ça s'articule entre les deux Alors le Journal des femmes est un des sites féminins le plus puissant et dans le groupe. C'est une équipe dédiée avec pas du tout de solution applicative, c'est vraiment seulement du web avec la success story, c'est le référencement naturel de tous ces contenus. Et donc c'est vraiment leur positionnement et c'est un modèle publicitaire et on le voit, il y a beaucoup de publicité et beaucoup d'audience sur cette thématique-là. Nous, on a pris vraiment le contre-pied parce que vous n'avez pas de publicité et c'est... En fait, vous, c'est vraiment... ultra premium versus populaire, si on peut dire. Exactement, parce qu'il existe quand même... Il y a le Journal des femmes chez nous et puis il y a beaucoup de sites depuis 15 ans qui sont développés sur la cuisine. Là, l'idée aussi, c'est que c'est beaucoup plus éditorialisé qu'un service de recettes. Notre objectif, c'est aussi notre ADN de médias et de prescription. C'est de donner des sélections à partir des produits de saison. Enfin, c'est aussi beaucoup dans l'air du temps. C'est pas que des recettes, c'est aussi comment choisir une tomate, comment faire cuire, quels sont les bons producteurs. C'est un peu plus large que purement la partie recette très servicielle. Et l'idée, c'est de donner des idées, d'inspirer nos lecteurs.
Eric ? Le magazine Elle a aussi sa propre offre depuis très longtemps. Pourquoi arriver maintenant? Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, Elle a les recettes à découper en fin de journal depuis très longtemps, historiquement. Après, le Madame a aussi depuis très longtemps des recettes dans l'hebdo toutes les semaines. L'objectif là, c'était de les numériser, c'est-à-dire que sur le site, on n'avait pas grand-chose autour de la cuisine et on s'est dit c'est l'occasion avec la formule applicative, avec vraiment l'objectif de fidéliser nos 250 000 abonnés premium. Donc c'est aussi pour ça, c'est pour enrichir notre offre premium. C'est leur petit service en plus, en fait. Exactement. Alors, en fait, on a une appli d'actualité chaude qui est consultée vraiment beaucoup pour ça, et on a besoin de les fidéliser, ces abonnés, et on se dit que c'est aussi un moyen, puisqu'il y a beaucoup de services autour, le côté carnet de recettes, etc. C'est certainement le moyen d'accompagner nos lecteurs et de les garder plus longtemps, puisque sur la partie actu, il y a un côté très opportuniste où les gens s'abonnent, se désabonnent en fonction des offres Apple. Voilà. Alors, je crois que ça se veut très haut de gamme comme application avec des recettes, Dior par exemple. Est-ce que vous avez collaboré avec des chefs en particulier? Alors, on travaille bien sûr dans le magazine, c'est un peu le positionnement du Madame aussi de travailler avec des chefs, mais il y a vraiment de tout, parce que l'objectif c'est aussi d'être accessible à du grand public et de satisfaire les gens fans de cuisine et d'être très poussés. Donc vous avez un peu des recettes pour tous les niveaux, et c'est sûr que les recettes très simples, on les a laissées en gratuite parce que c'est des recettes où on a peu de valeur ajoutée, et c'est plutôt le côté assez premium qui est proposé en payant. Si tu payes pas l'application, tu vas pas faire une recette. Si c'est pour apprendre... De toute façon. C'est ça. Merci beaucoup Anne Picard d'avoir été avec nous en plateau, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Hebdocom. À bientôt. Merci. Hebdocom sur BFM Business.